Bienvenue dans cette vidéo d'introduction à l'authentification et l'autorisation JWT. En anglais, JWT Auth au pluriel, qui veut donc dire Authentication and Authorization. Mais qu'est-ce que l'authentification et l'autorisation? Alors, l'authentification, c'est le processus de vérifier qui est l'utilisateur d'une application. On va généralement passer par un formulaire de connexion pour demander le username et le password de l'utilisateur. L'autorisation, par contre, c'est le processus de vérifier ce à quoi un utilisateur a accès. Généralement, au niveau des API, celle-ci va autoriser les accès à certaines opérations en fonction des privilèges de l'utilisateur qui fait appel à ces opérations. Il y aura par exemple des opérations qui sont autorisées pour tous les utilisateurs. Il y aura des opérations qui seront disponibles que pour les utilisateurs authentifiés. Et puis, il y aura des opérations qui parfois ne pourront être permises que à certains utilisateurs authentifiés qui ont les bons privilèges. Vous pouvez imaginer que dans l'API d'une banque, si n'importe quel utilisateur pouvait lire tous les comptes des utilisateurs, tous les profils des utilisateurs, ça pourrait être catastrophique. Et donc, il faut pouvoir, quelque part, autoriser cette opération de lecture de tous les profils. Alors, il existe différents moyens d'authentification dans le cadre d'applications web. Il y a ce qu'on appelle l'authentification stateful, avec état. Cela indique que c'est le serveur qui est responsable de sauvegarder les données de session des utilisateurs. On parle de session d'un utilisateur comme étant toute la durée où le client s'authentifie à l'application web jusqu'à ce qu'il quitte cette application, par exemple lorsqu'il ferme son browser. Alors, voici un cas d'authentification stateful traditionnel. L'utilisateur, via un formulaire, donne son username et son password. Le serveur, au niveau de l'API, par exemple, qui reçoit ces infos, il va vérifier que le password correspond bien au username. Et si c'est OK, il va créer un ID de session et renvoyer cet ID de session à l'utilisateur via un cookie. Par la suite, à chaque fois que le client souhaiterait faire une requête au serveur, il enverra à chaque fois qu'il fait une requête au serveur son cookie. Le serveur va aller voir dans ses données de session s'il y a bien une session associée à l'identifiant qui est dans le cookie. Et si c'est le cas, il va autoriser potentiellement l'opération demandée par le client. Alors, ce genre d'authentification stateful a certains inconvénients. De un, la session doit utiliser de la mémoire pour chaque utilisateur. Donc, s'il y a énormément d'utilisateurs, le serveur doit avoir de la RAM et donc de la mémoire en grande quantité. Le serveur a aucune manière de déterminer si le front-end s'est déconnecté du site ou pas. Et donc, la gestion de l'expiration d'une session est assez compliquée. Comme c'est le serveur qui gère les sessions, si le serveur crash, lorsqu'il redémarre, on a perdu toutes les sessions. Et puis, lorsqu'on a des applications avec énormément d'utilisateurs, si on veut distribuer la charge et faire ce qu'on appelle du load balancing entre différents serveurs, c'est très compliqué en fait, parce que si un client fait une requête à un serveur et qu'on veut que ça soit donc ce serveur-là qui réponde pendant toute la durée de la session, il va falloir mettre en place un mécanisme pour que à chaque requête d'un client, on aille toujours vers le même serveur.
pour traiter de cette requête. Et donc, c'est compliqué. Alors, ce genre d'authentification stateful a un avantage, c'est que, point de vue ressources, c'est très gourmand et très rapide. C'est peu gourmand, pardon, point de vue ressources, et c'est très rapide. En effet, dès que la session est mise en place au niveau du serveur, via le cookie qui est prêt avec l'ID de session et qui est renvoyé au client, eh bien, à chaque fois que le client fera une requête, la vérification que l'ID de session compris dans le cookie est OK au niveau du serveur, ça se fait hyper simplement et rapidement. Il existe aussi une authentification stateless. Ça, c'est vraiment des mécanismes d'authentification qui sont sans état, beaucoup plus modernes, où le serveur n'est pas responsable des données de session. C'est donc le client, via son browser, qui va devoir se débrouiller pour sauvegarder les données de session. Et on a vu dans une des vidéos qu'on pouvait sauvegarder des données dans le browser, principalement via le web storage. Néanmoins, le web storage, il faut pouvoir ajouter une couche de sécurité pour tout le côté authentification. Et donc, on va utiliser ce qu'on appelle des tokens. C'est un mécanisme très actuel et très populaire de gérer l'authentification. La façon la plus habituelle actuellement, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les JSON Web Tokens ou JWT. On va voir tout prochainement ce mécanisme d'authentification à l'aide de JWT. L'idée, juste très rapidement, c'est que le serveur, l'API, soit responsable de créer un jeton, un token, qui envoie ensuite à l'utilisateur. Et l'utilisateur, à chaque fois par la suite qu'il souhaitera se faire autoriser, eh bien, il pourra du coup envoyer son token. Et l'API pourra rapidement vérifier que tout est en ordre. Alors, quels sont les inconvénients d'une authentification stateless? Eh bien, le serveur ne retient plus l'utilisateur en mémoire et donc il doit utiliser la cryptographie pour créer et valider les tokens JWT. Ce genre de processus est très consommateur en ressources, point de vue processing au niveau des API. Et les gros avantages de l'authentification stateless, c'est qu'il n'y a pas de session à gérer au niveau du serveur. Et du coup, il n'y a pas besoin de réauthentifier les utilisateurs, même si le serveur est down pendant un moment. Puisque c'est chaque fois le client qui est responsable de garder les données de session. Ce type d'authentification peut amener à une architecture serveur qui est beaucoup plus évolutive et qui, si on souhaite avoir plusieurs serveurs avec une distribution de la charge, ce qu'on appelle du load balancing, eh bien, c'est vraiment facile à mettre en œuvre. Pourquoi? Eh bien, parce que à chaque requête que fait le client, eh bien, cette requête doit contenir toutes les infos pour se faire autoriser. Et donc, s'il y a plusieurs serveurs qui peuvent répondre à cette requête, peu importe lequel va répondre, toutes les infos seront dans la requête du client. Et donc, on peut ainsi facilement distribuer la charge. Si on a des millions d'utilisateurs, voire des milliards, eh bien, on peut rajouter des serveurs autant que nécessaire et ils pourront se distribuer la charge sans souci. Parlons maintenant des tokens JWT. Les JSON Web Tokens, ou JWT, appartiennent à un standard Internet permettant l'échange sécurisé de tokens entre plusieurs parties. Un JWT contient 3 parties encodées en base64. Et ça ressemble donc à ça, plus ou moins. Vous voyez, première partie,
deuxième partie ici jusqu'à ce point et troisième partie. Alors, de quoi est constitué un JWT, hein? Quelles sont ces trois parties? L'entête, ou header en anglais, c'est un objet JSON qui identifie le type de token et l'algorithme qui est utilisé pour générer la signature du token. C'est un algorithme de hachage. La deuxième partie d'un token JWT, c'est le payload, qu'on appelle aussi parfois le claim de l'utilisateur. C'est donc quelque chose d'optionnel, mais qui est très souvent utilisé, hein, qui précise ce que l'utilisateur, enfin le client qui fait la requête, veut prouver. Par exemple, il veut prouver que c'est un utilisateur authentifié. Et comment il peut le prouver? Eh bien, en mettant dans le payload son username. Dans le payload, on trouvera aussi la date d'expiration du token. Parfois, on peut trouver le rôle associé à l'utilisateur. On peut rajouter énormément d'infos dans le payload. Et la dernière partie d'un token JWT, c'est la signature, qui est construite à partir d'un secret via l'algorithme qui est précisé dans l'entête. Ok, c'est bien tout ça, mais comment on peut dire qu'un token permet de sécuriser la session d'un utilisateur? Eh bien, l'idée de base, c'est de se dire qu'il n'y a que l'API qui connaît le secret qui a permis de générer la signature d'un token. C'est donc l'API qui va créer le token d'un utilisateur authentifié en y ajoutant le claim dans le payload du token. Une fois que le client reçoit son token, il le sauvegarde dans son browser. Et ensuite, à chaque requête qui va nécessiter une autorisation de l'API, eh bien, le client enverra son token au sein du header de sa requête. L'API, qui normalement est la seule qui connaît le secret qui a été utilisé pour générer la signature, lorsqu'elle recevra donc le token associé à une requête, dans le header de cette requête, eh bien, elle pourra vérifier que la signature du token est OK. Comment est-ce qu'elle fait ça? Vous pouvez imaginer qu'elle va hacher le contenu du token à l'aide de la clé du secret qu'elle seule connaît et peut vérifier cette nouvelle, ce qu'elle obtient de ce hachage à la signature du token. Et donc, il y a des fonctions mathématiques pour ça qui vont pouvoir démontrer que le token a bien été généré par l'API et donc que personne d'autre y a touché. Si quelqu'un venait à tenter de modifier un token ou forger un token, eh bien, il devrait pouvoir, ou elle devrait pouvoir, cette personne, générer une signature à l'aide du même secret qui normalement est connu que de l'API. Si une signature est générée à l'aide d'un autre secret, eh bien, automatiquement, l'API pourra détecter que le token n'est pas valide. Alors, jwt.io est un site intéressant. On va regarder ensemble. Il permet de décoder en fait des tokens. Et donc ici, sur au niveau de la présentation, je vais reprendre ce token-là et on va voir qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, en fait. Voilà. On voit que dans ce token, il y a en base64, donc ça c'est codé en base64, il y a le header qui décrit l'algorithme qui est utilisé donc, pour générer la signature.
le type donc de token. Dans le payload, on voit qu'il y a un nom. Il y a ici une date d'expiration. Subject whom the token refers to. À qui réfère le token. Voilà. Il y a toutes ces infos dans le payload. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que parfois, on pourrait se dire « Ah tiens, mais pourquoi est-ce que je ne viendrais pas sauvegarder le password de l'utilisateur dans le token? De toute façon, il est codé. » Oui, il est codé, mais il n'est pas crypté. Ce qui veut dire que si vous mettez ici un password à l'intérieur du payload, dans la deuxième partie du token, c'est très dangereux. Il ne faut pas faire ça parce que vous voyez qu'un développeur pourrait facilement décoder ça et avoir ici le password. Alors, quelqu'un d'un peu plus malin pourrait se dire, oui, mais alors, il suffit de crypter le password et de crypter finalement le payload. Alors ça, c'est vraiment quelque chose à éviter aussi parce que quand c'est crypté, ça veut dire qu'on peut retrouver l'info si on a le secret. Si on a le secret, quelque chose de crypté, eh bien, on redécouvre le password. Ce qui peut être dangereux parce que si un hacker a beaucoup de temps, qu'il a acquis votre token, eh bien, peut-être qu'avec beaucoup de temps, il trouvera un moyen de récupérer votre password. Du coup, et même s'il est crypté, en fait, le password pourra, le token et vos données de session pourront directement être envoyées à l'API et donc ça fonctionnera directement pour pouvoir accéder à votre session. Maintenant, là n'est pas le problème, mais le plus gros problème, c'est que si vous cryptez un password, vous prenez le risque que quelqu'un le décrypte à un moment ou à un autre. Et c'est pour ça que les passwords, en règle générale, et toutes les infos hypersensibles, on va pas les crypter, mais on va les hacher. Ce qui veut dire que on peut vérifier que on n'a pas touché à l'information. On peut vérifier que le résultat du hachage de deux infos correspond, mais on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas récupérer l'information de base. C'est pour ça qu'une signature d'un token, c'est quelque chose qui est haché. On pourra vérifier une signature à une autre signature qui serait faite avec le même secret et voir si ça correspond, mais on ne pourra jamais retrouver l'info le secret qui a permis de générer cette signature. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo sur les concepts un peu théoriques de ce qu'est l'authentification, autorisation et JWT. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment développer une API qui permet donc de créer des tokens JWT et qui permet aussi d'autoriser des opérations seulement à certains types d'utilisateurs. À bientôt!